Bonjour à tous et bienvenue à Bonheur Canin, l'émission qui met en lumière des passionnés du monde canin pour vous aider à mieux comprendre votre chien et à savoir comment contribuer à son bonheur au quotidien. Mon nom est Sophie Thibault, je suis intervenante en comportement canin et aujourd'hui à l'émission, on parle de comment on stimule nos chiens, autant par des activités quotidiennes simples que par des sports canins plus structurés. Les chiens sont des animaux sociaux dont les besoins fondamentaux sont bien plus grands que de manger, boire, dormir et sortir pour faire ses besoins. Pour avoir un chien équilibré et bien dans ses pattes, ces humains doivent répondre à ses besoins de base, mais aussi le stimuler mentalement et physiquement. Pour ce faire, on peut intégrer des activités particulières comme des sports canins dans la vie de nos chiens, mais on peut aussi tout simplement offrir à nos toutous des activités quotidiennes simples mais stimulantes pour enrichir leur quotidien et que leur routine journalière soit plus agréable. C'est pour parler de ces deux façons de rehausser la stimulation des chiens que je rencontre aujourd'hui Kim de Rito, propriétaire du Centre équicanin de Saint-Jérôme, qui nous parlera d'agilité et de sport canin. Mais tout d'abord, je rencontre Sarah Martin, intervenante en comportement canin des marches chiens, pour parler d'enrichissement au quotidien. Bonjour Sarah, bienvenue à Bonheur Canin. Allô Sophie. Sarah, je suis contente de te retrouver encore cette année pour parler d'un sujet différent. Cette année, on va parler ensemble de l'enrichissement chez les chiens. Alors, d'entrée de jeu, j'ai le goût de te demander, c'est quoi exactement l'enrichissement? L'enrichissement, dans le fond, ça va être l'ensemble des activités que le chien va avoir dans sa journée pour venir combler tous ses besoins, donc physique, mental, mastication, alimentaire. Donc, c'est comme une façon de venir canaliser leur énergie, mais de façon positive. Puis c'est quoi les bénéfices de stimuler notre chien au quotidien? Le principal bénéfice, c'est vraiment de venir canaliser l'énergie de façon positive à la place qu'il y ait des comportements problématiques qui apparaissent ou bien que le chien soit constamment en demande d'attention pour répondre à ses besoins. Puis ensuite de ça, il y a plein d'autres bénéfices comme de renforcer l'engagement avec nous, de développer sa confiance, d'être plus calme au quotidien puis d'être moins stressé. Donc, c'est vraiment génial. Puis comment on constate que notre chien manque de stimulation? Souvent, comme j'ai dit un petit peu, ça va être des problèmes qui vont apparaître comme des aboiements excessifs. Ça peut être, tu sais, de chercher à la fenêtre des déclencheurs. Donc, ils vont s'occuper un peu par eux-mêmes. Ça peut même aller jusqu'à la destruction, oui. L'apparition de tocs, donc tourner autour de sa queue, tourner autour, tu sais, d'un îlot, peu importe, pour venir combler leurs besoins d'énergie. Puis, à l'inverse, ça peut être des chiens qui sont rendus amorphes, qui sont très dépressifs, qu'on voit qu'ils ont le regard vide puis qu'ils sont plus vraiment là. Donc, il y a vraiment les deux extrêmes. Puis Sarah, comment les activités d'enrichissement peuvent aider les chiens aussi dans la gestion de leurs émotions? Dans l'enrichissement, il y a des activités naturelles qui vont venir apaiser le chien, comme renifler, fouiller, aller sentir, mâcher. Donc, ces activités-là, ça va vraiment venir les calmer. Donc, pour les chiens qui sont un petit peu plus stressés au quotidien ou qui ont de la difficulté à gérer. Ensuite de ça, pour les chiens qui ont peur, qui sont anxieux, bien, c'est une super bonne façon de développer leur confiance, de renforcer le lien avec nous pour que, justement, ils s'appuient un petit peu plus sur nous, qui nous fassent confiance. Ça aide aussi les chiens à augmenter leur persévérance, leur patience. Donc, ils vont apprendre à résoudre des petits problèmes. Puis, ça va vraiment les aider à gérer la frustration, gérer des fois l'impulsivité, d'agir comme sur le coup, de réagir. Puis, est-ce que ce sont tous les chiens qui ont besoin d'être stimulés à la même fréquence et à la même intensité? Non, pas du tout. En fait, il va vraiment falloir prendre en compte la race. Donc, si on parle d'un Border Collie, qui est comme un peu plus un chien de travail, qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de dépenses mentales et physiques versus peut-être un bulldog qui a besoin d'un petit peu moins, de plus courtes séances. Donc, de prendre en compte la race, ensuite de ça, l'âge. Donc, c'est sûr qu'un chiot, un adolescent, ça va demander peut-être un petit peu plus durant le début de vie. Ensuite de ça, adulte et senior, ça réduit un petit peu, mais il faut quand même répondre à leurs besoins. C'est sûr que la santé, donc un chien qui va être soit en convalescence, qui a des problèmes digestifs, qui a un problème de santé, il va vraiment falloir venir prendre ça en compte, mais on peut varier de physique, mental, masticatoire. Donc, on peut jouer avec l'enrichissement. Le tempérament aussi du chien. Donc, si on a un chien qui est plus calme versus un chien qui est un petit peu plus énergique, qui a besoin d'activité, ça peut être aussi l'environnement. Donc, si on parle d'un chien qui est peut-être plus en ville versus un chien qui est en campagne, qui a plus de liberté, qui a plus de stimulation, c'est important non plus de ne pas tomber dans la surstimulation. Donc, c'est important de vraiment trouver un équilibre. Justement, tu parles de cet équilibre-là. Effectivement, les périodes de calme et de repos sont
importante aussi. Donc, autant on veut stimuler nos chiens puis leur offrir des activités puis de l'enrichissement, autant il faut respecter leur période de temps calme. Qu'est-ce que tu conseilles pour justement arriver à trouver cet équilibre-là? Surtout, ce que je conseille, ça va être de répartir les activités au courant de la journée. Donc, ça peut être peut-être une petite séance d'entraînement le matin, ensuite de ça, une promenade un peu plus longue, peut-être un jouet congelé en après-midi, une autre promenade. Donc, vraiment, répartir tout au long de la journée. Ensuite de ça, pendant l'activité, bien, je peux faire des variations d'intensité. Donc, je vais être super énergique, super motivée avec lui. Puis là, hop, tout d'un coup, on arrête, on est un petit peu plus calme. Donc, ça l'apprend vraiment à varier l'intensité, l'émotion, puis à venir se gérer puis travailler l'autocontrôle. Puis les repas, Sarah, peuvent être une super belle opportunité d'enrichissement. Pourrais-tu nous dire un peu pourquoi c'est mieux d'utiliser le temps de repas puis les rations de nos chiens en faisant des jeux ou de l'entraînement versus leur donner leur bol avec la nourriture à l'intérieur, tout simplement? Bien, souvent, en fait, c'est que quand on leur donne juste un bol avec la nourriture, en 2 minutes, c'est fini, puis il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'enrichissement. Puis le chien, même, il va avoir un gros boost d'énergie après. Puis ça peut créer aussi des problèmes de santé comme des troubles digestifs, même de la régurgitation pour les chiens qui mangent trop vite. Donc, de le faire en activité, de un, c'est sûr que ça va les aider à se calmer parce qu'après le repas, ils vont être déjà un peu plus calmes. Ils ont stimulé leur cerveau, donc ça les apaise. Ça renforce le lien avec nous, ça crée de l'engagement. Donc, toutes les raisons sont bonnes d'utiliser les repas pour travailler un petit peu. Ça peut être des petits trucs simples. Parlant de trucs simples, aurais-tu des exemples de petits gestes là, qu'on peut inclure dans notre quotidien, autant quand on est présent avec le chien que quand on s'en va et qu'on le laisse seul? Quand on est présent, ça peut être super simple de travailler les manipulations. Donc, je prends une patte, je donne une croquette. Je touche une oreille, je donne une croquette. Donc, de travailler ça, en plus, ça va être bénéfique sur le long terme. Ça peut être de faire des petits parcours dans la maison avec des trucs qu'on a à portée de main. Ça peut être de faire du jeu, de juste stimuler le chien. Puis, quand on part de la maison, ce qu'on peut faire, c'est donner peut-être un repas congelé. Donc, au début, c'est sûr qu'on va rendre ça plus facile. Après ça, tu sais, on peut congeler le repas, lui donner en partant. On peut laisser un tapis de fouille. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire là, pour aider nos chiens à être plus tranquilles quand on est là et quand on n'est pas là. Puis évidemment, bien, quand on n'est pas là, on s'assure de laisser un jouet ou une activité de mastication qui est sécuritaire, hein, parce qu'on ne veut pas que le chien ait un risque de s'étouffer si on n'est pas là pour intervenir. Oui. Sarah, pourquoi c'est important d'offrir à nos chiens une certaine routine puis un peu de prévisibilité dans leur journée? Le chien va comprendre que ses besoins vont être répondus au courant de la journée, qu'il n'y a pas à demander puis que ça va être correct. Mais c'est important aussi de varier la routine. Donc, si c'est tous les jours à la même heure, bien, le chien, il peut devenir aussi anxieux que là, si on dépasse de quelques minutes, bien là, il demande sans cesse. Puis on le sait, la vie est imprévisible. Donc, c'est important aussi de répondre à leurs besoins, mais de varier au courant de la journée pour que la journée qu'on puisse pas répondre à son besoin ne devienne pas super anxieux. On s'entend que pour la plupart des chiens, la promenade, c'est leur moment fort de la journée. Mais nous, les humains, on est des fois un peu routiniers. On a tendance à faire toujours le même parcours, dans le même sens. Puis des fois, on est un peu pressé. Hein? C'est à la fin de la journée. Des fois, on veut préparer le souper. Donc, on a tendance à presser le pas un peu. Peux-tu nous dire qu'est-ce que gagneraient nos chiens à avoir des promenades un peu plus stimulantes et un peu plus variées? Oui, bien c'est ça, de leur laisser un petit peu de contrôle, de les laisser sentir l'odorat. On le sait, c'est l'activité qui va faire dépenser le plus d'énergie au chien parce que c'est là qu'il va trier des informations, c'est là qu'il va analyser. Donc, c'est super intéressant des fois de changer d'environnement pour qu'ils voient d'autres stimuli, d'autres distractions, d'autres odeurs. Puis en même temps, ça les aide à développer leur confiance parce que quand on a besoin de changer d'environnement, bien c'est pas tout nouveau, c'est pas surprenant si on change régulièrement. Puis, en même temps, bien, c'est sûr que ça va les brûler beaucoup plus. Et selon toi, Sarah, ce serait quoi l'activité d'enrichissement la plus sous-estimée? Moi, c'est contradictoire, mais c'est d'apprendre à ne rien faire. Parce que souvent, nos chiens, justement, ils sont très stimulés ou au contraire, ils sont pas du tout. Puis quand vient le temps de faire une activité, là, c'est comme super intense puis super excité. Donc, d'apprendre à notre chien, hein, t'es dans un nouvel environnement, t'apprends à rien faire, c'est correct, t'es calme. Puis aussi, ça va leur apprendre à pas réagir tout le temps sur le coup. Donc, vraiment, apprendre à ne rien faire, c'est super important. Puis cet apprentissage-là, ça peut se faire autant à la maison par des périodes de calme, mais ça peut se faire dans des parcs, dans des magasins pour animaux, par exemple. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut faire pratiquer le calme à notre chien. Exact. Écoute, Sarah, pour terminer, ce serait quoi, toi, ton bonheur canin? Moi, mon bonheur canin, c'est vraiment de voir progresser mon chien, dans le sens que des fois, je vais faire des petites séances d'entraînement, puis je suis comme, aujourd'hui,
aujourd'hui, ça marche moins bien. Puis finalement, je la laisse se reposer. Le lendemain, je recommence. Puis mon Dieu, finalement, elle a compris, elle a appris, puis ça se passe super bien. Donc, c'est de persévérer avec elle puis de voir sa progression. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que tous les petits trucs que tu as donnés vont inspirer les gens à la maison pour introduire des petits éléments dans leur quotidien pour favoriser le bien-être de leur chien. Merci. Bonjour Kim, bienvenue à Bonheur Canin. Bonjour Sophie, merci beaucoup. Écoute, merci de nous recevoir dans ton centre canin ici à Saint-Jérôme. On parle d'agilité aujourd'hui parce que c'est un sport qui existe depuis quand même une 50aine d'années, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, d'entrée de jeu, j'ai envie de te demander de nous dire c'est quoi exactement l'agilité pour les chiens? L'agilité, en fait, c'est un sport d'équipe. On communique avec son chien puis on fait un parcours, en fait. Fait qu'il va y avoir des obstacles comme un saut, un slalom, des tunnels, une palissade qui ressemble à un gros A. Il va y avoir un pont, il y a plein d'obstacles puis c'est vraiment communication entre humain et chien puis on fait un parcours ensemble. Puis c'est quoi les aptitudes qu'un chien doit avoir pour faire de l'agilité? Les aptitudes, bien entendu, il faut que le chien ait 4 pattes. Ça va l'aider. C'est la base. Oui, c'est la base, exact. En fait, en agilité, c'est sûr que si on a déjà la base, un peu de cours d'obéissance, ça crée un peu plus de plaisir entre l'humain et le chien parce qu'il y a déjà une communication de fait ensemble. Mais autrement, il n'y a pas de critères obligatoires au niveau de l'obéissance pour faire de l'agilité. OK. Autrement, là, tout se construit au fur et à mesure. Puis est-ce qu'il y a des chiens pour qui ce serait pas conseillé, par contre, de faire de l'agilité? La première chose qu'on veut regarder, c'est est-ce qu'ils ont un bon conditionnement physique. Fait que si, par exemple, on parle d'un chien qui a un surplus de poids, ça va être déconseillé. On peut en faire quand même avec des barres beaucoup plus basses. On va vraiment travailler en conséquence mais c'est vraiment à proscrire si on a un surplus de poids, si on a des handicaps physiques, par exemple dysplasie du coude, dysplasie de la hanche, on joue pas tant là-dedans. Ou si on a des grandes races, Grand Danois, Montagne des Pyrénées, Bouvier bernois, parce que le tunnel, par exemple, c'est 24 pouces, en fait, de hauteur. C'est pas si haut pour un grand chien, là. Non, en effet. Fait que là, le chien est obligé de se pencher, ramper à l'intérieur, ce qui est très difficile physiquement aussi, quand on a des répétitions aussi à faire au travers d'un parcours. Fait que c'est le genre de choses qu'on va proscrire au niveau de l'agilité. Puis si un chien est quand même en bonne santé, puis qu'il n'y a pas ces enjeux-là, mais qu'on veut pratiquer l'agilité, comment on fait quand même pour prévenir les blessures, là, puis s'assurer qu'il le fasse en toute sécurité? Super question. En fait, l'agilité, c'est comme n'importe quel sport. Il faut que le chien soit étiré, échauffé avant de faire l'agilité. Fait que c'est quelque chose qu'on va faire 5 minutes avant de pouvoir commencer. Et ensuite, il y a le cool down aussi, qui est après l'exercice. On va avoir un chien qui est fatigué, que musculairement, ça l'a bougé pas mal. Ben là, on va aller faire une relaxation musculaire avant d'arrêter complètement le sport. Puis ça, c'est toujours à chaque chose. C'est comme nous, par exemple, quand on veut s'entraîner, on sort du véhicule, on se tape un sprint, ben les risques de blessures sont quand même assez élevés. Dans un gym, c'est la même chose. Fait que pour le chien, s'échauffer fait partie des choses qui sont prioritaires. Puis tu disais d'entrée de jeu que c'était un sport d'équipe. C'est quoi les bénéfices de l'agilité autant pour le chien que pour l'humain? Les bénéfices sont complètement géniaux parce que au niveau de l'obéissance, on va travailler l'éducation, on va travailler une base de relation. Mais quand on tombe dans les sports canins comme l'agilité, on travaille autrement, on va travailler vraiment l'autre forme de communication reliée au jeu. Puis ça dépense autant physique que mental, l'agilité, ce qui est complètement génial. Quand on pense agilité, on pense souvent à la compétition. On a tous vu ça, un peu des extraits de concours et tout ça. Est-ce que tous les propriétaires de chiens qui font de l'agilité avec eux finissent par faire de la compétition? Pas du tout. Pas du tout. En fait, les gens qui veulent aller à la compétition vont peut-être être 15 de la clientèle. La plupart des gens veulent faire de l'agilité que pour le plaisir, faire une activité de communication avec son chien qui est complètement différent d'aller prendre une petite balade, par exemple, en laisse dans la rue. Fait que ça peut être donné à n'importe qui de pouvoir s'offrir ce genre d'activité-là sans viser nécessairement la compétition. J'ai des gens, moi, qui ça fait 7 ans, 8 ans qui sont en agilité puis ils ont jamais touché le domaine de compétition puis ça les intéresse pas du tout de toucher à ça. Par exemple, si quelqu'un veut se donner un défi, il y a les fun match. Un fun match, c'est comme un petit concours école où est-ce qu'on va se tester l'équipe un peu, voir un peu qu'est-ce que ça va donner pour se perfectionner dans nos cours puis se donner des objectifs à atteindre. Mais sans nécessairement dire qu'on veut faire de la compétition. Puis tu parlais de plaisir, évidemment, c'est super
super important quand on propose une activité à notre chien, qu'on soit dans le plaisir. Comment on peut justement s'assurer que notre chien aime ça, le sport qu'on lui propose, l'agilité ou autre? Autant pour les deux, autant pour l'humain que pour le chien, c'est important d'aimer ce qu'on fait. Donc ici, par exemple, on veut essayer, il y a toujours la possibilité de faire des initiations pour pouvoir voir est-ce que mon chien a de l'intérêt. Fait qu'avant de s'inscrire dans une session de 5 ou 6 semaines, on va le tester, on va aller voir est-ce qu'on aime ça tous les deux. Puis de la manière de le voir, c'est si par exemple on le demande l'exécution au bout de 2 cours, 3 cours, puis on voit que le chien n'a pas d'intérêt plus qu'il faut, ben les coachs peuvent vous le dire aussi, de faire comme ouais, le chien le fait plus pour vous, pour la gâterie, plus que pour le plaisir de le faire. Fait que c'est là qu'on peut le remarquer aussi. Puis si on fait ces petits tests-là et qu'on voit que notre chien aime ça et que nous aussi, on a envie de se mettre à ce sport-là, par où on commence? Bonne question. En fait, il y a les initiations. Les initiations, c'est 1 heure où est-ce qu'on va pouvoir pratiquer un peu l'agilité et l'essayer. Fait que c'est vraiment sans engagement. On commence avec 1 heure, on regarde un peu qu'est-ce que ça donne. Puis si on n'est pas sûr, parce que c'est sûr, si on se compare un peu avec qu'est-ce qu'il y a sur Internet, le Border Collie qui fonce puis qui bouge rapidement dans le slalom, on est comme, mon Dieu, mon chien, il sera jamais capable. J'ai un labrador, il est smooth. Est-ce qu'on va être capable d'atteindre ça? Faut pas se comparer. Il y a des chiens qui vont avoir du plaisir, mais à leur manière. Fait que on va s'amuser, on va regarder, puis si vous avez des doutes, on est là pour ça. Puis est-ce qu'il y a, de manière générale, certains obstacles dans les parcours classiques d'agilité qui font un petit peu plus peur aux chiens ou sont plus difficiles pour eux? Oui, certainement. On a le slalom, en fait. Le slalom, pour donner une explication, c'est 6 poteaux ou 12 poteaux à l'intervalle de 24 pouces à peu près de distance et le chien doit zigzaguer complètement au travers de ces pôles-là. Fait que c'est complètement dénaturé pour un chien d'aller faire un slalom. Fait que ça demande beaucoup de concentration de faire une pôle après l'autre. Fait que c'est quelque chose qu'on travaille quand même sur du long terme. Puis il va y avoir aussi la balançoire qui pourrait être un challenge aussi. La balançoire, c'est quelque chose où est-ce que le chien doit monter sur le dessus, faire descendre. Fait que pour le chien, c'est dénaturé aussi. Parce que si on serait sur un pont, puis le pont se mettrait à bouger, ben nous aussi, on va vouloir sauter, débarquer, instinct de survie. Le chien va travailler ça aussi. Pour lui, c'est un peu inquiétant. Fait que ça peut être aussi un challenge. Les hauteurs aussi peuvent être un défi. Kim, avec les exemples que tu nous donnes, on voit qu'il y a certains obstacles qui demandent beaucoup de courage aux chiens. Comment on fait pour trouver l'équilibre entre pousser le chien, l'inviter à sortir de sa zone de confort versus respecter ses limites et ses craintes? Très bonne question. En fait, quand on a un chien qui a une certaine crainte, c'est important de comprendre qu'il va falloir aussi passer au travers de cette étape-là. Fait que, par exemple, si j'ai un chien qui a vraiment très, très peur, tout doit se faire progressivement à son rythme, mais de manière à ce qu'on soit capable de passer au travers, puis que le chien fasse comme « Oh mon Dieu, j'ai tous mes morceaux, tout va bien, c'est génial! » Sentiment de fierté, c'est génial. Fait que si, par exemple, on parle de la balançoire étant le mouton noir un peu en agilité, par exemple, juste le mouvement. Fait que faire bouger la balançoire sans faire de bruit peut donner déjà un défi pour le chien. Ensuite, il peut y avoir le bang, le bruit de la balançoire qui peut donner un défi de plus. Ensuite, quand le chien il est dessus, fait que c'est toutes des choses qui peuvent emmener un challenge pour le chien, puis tout doit être fait progressivement. Fait qu'une fois que ça c'est terminé, là, on peut passer par la suite à autre chose. Mais tout doit se faire étape par étape. Fait que votre équipe, dans le fond, est là justement pour accompagner les duos humain-chien dans ces apprentissages-là qui sont progressifs, là. Définitivement. C'est quoi justement le rôle du propriétaire du chien dans ce travail d'équipe-là? En fait, nous, en agilité, on va travailler comme étant un terme de manieur. Fait que l'humain devient un manieur, c'est lui qui va guider le chien dans le parcours. Fait que par exemple, le coach, celui qui va enseigner, va dire, par exemple, il va avoir des ordres d'obstacles à franchir et l'humain va guider son partenaire canin au travers de ces obstacles-là. Fait que par exemple, de sauter un obstacle, de passer dans un tunnel, de monter sur un autre module. Fait que ça travaille autant l'obéissance que la concentration et le physique, ce qui est génial. Là, je t'écoute, puis j'ai juste le goût de te voir à l'œuvre avec un chien. Qu'est-ce que tu en penses de nous montrer un petit peu un parcours d'agilité? Ça va me faire super plaisir. Yes, good boy. Yes, good boy. Ici. Après. Slalom. Good boy, come on. Slalom.
Kim, ici chez Équicanin, vous offrez plusieurs services et plusieurs cours sur différents sports canins. Peux-tu nous donner quelques exemples? Oui, on a par exemple la détection d'odeur, où est-ce que dans ce cours-là, on va apprendre aux chiens à cibler une odeur en particulier et de la retrouver. Fait que, par exemple, ça peut être dans des boîtes, ça peut être dans un sac à dos, ça peut être dans une boîte à lunch, un peu comme le principe de l'aéroport avec les drogues. Le chien doit aller retrouver cette odeur-là, ce qui n'est pas une demande physique, mais qui demande très, beaucoup de concentration, en fait, pour le chien. Si on parle, par exemple, du flyball, le flyball, c'est 4 obstacles que le chien doit franchir le plus rapidement possible. Atterrir sur une boîte où est-ce qu'il va avoir une balle, ça fait sortir la balle, le chien agrippe la balle et doit revenir le plus rapidement possible, ce qui est une course à relais, en fait. Fait que pour ceux qui connaissent pas, c'est génial aussi comme sport. On a le cavaletti, par exemple. Le cavaletti, il va avoir des obstacles, si on veut, dans des petits cônes pas trop hauts, mais sur lesquels on va travailler la souplesse de notre chien. On va travailler la musculature aussi de notre chien, coordination de mouvement, ce qui est complètement génial aussi de faire du cavaletti. On a aussi le sport ratier. Le sport ratier, c'est de la recherche de rats, devient le sport ratier. Ça peut être dans des boîtes, ça peut être par exemple dans des balles de foin. Le rat, il est protégé, il est dans un tube et le chien doit le retrouver. Fait qu'il va avoir des faux tubes avec par exemple de la litière, puis il va avoir un vrai rat, réellement, caché dans un tube et le chien doit le retrouver. On fait pas ça à la maison, ce sport-là, nécessairement, hein? C'est pas tout le monde qui aimerait ça avoir des rats à la maison. Exactement. Mais j'aime que tu précises que le rat est protégé parce qu'évidemment, on essaie toujours d'être éthique dans nos interventions avec les chiens, mais quand ça implique des relations avec d'autres animaux, il faut aussi protéger la sécurité des autres animaux. Hein? Définitivement, oui, c'est sûr. Puis écoute, tu es en plein agrandissement, en pleine expansion. C'est quoi tes projets pour l'avenir d'Équicanin? Oh mon Dieu, les projets de Équicanin, il y en a, ça n'arrête pas. En fait, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je vais garder certains mystères, mais si par exemple, pour l'instant, on est en train de travailler sur un salon de toilettage, dans lequel on va pouvoir travailler tout ce qui est comportement et aussi du toilettage. Fait que ça va être super génial. On a une salle aussi qu'on est en train d'aménager en conséquence de faire d'autres nouveaux sports qui comprend de l'eau. Fait que je vais garder le challenge. Mystère, exact. Et Équicanin ne fait qu'emmener plusieurs activités différentes pour justement les gens qui aimeraient toucher un peu de tout aussi. Pour terminer, Kim, toi, c'est quoi ton bonheur canin? Ah, mon bonheur canin. En fait, j'adore comprendre le chien et je le lis. J'essaie de le comprendre à tous les jours un peu plus, en fait. J'ai une chienne qui est rendue à 14 ans et elle m'en apprend encore. Fait qu'apprendre à les comprendre, à les analyser, à analyser leurs besoins, leur manière de communiquer avec nous, parce que comme on sait, le chien communique pas avec des mots, il va communiquer avec des agissements. Ça peut même être des fois un regard qui va nous dire exactement que ça va pas bien ou qu'ils ont un petit challenge émotionnel ou quoi que ce soit. Ça, c'est mon bonheur canin. Merci infiniment de nous avoir reçus aujourd'hui. Puis j'invite les gens à la maison à ne pas hésiter d'essayer des activités, d'essayer des sports, d'essayer de voir qu'est-ce qui motive leur chien pour trouver une activité qui va plaire autant à l'humain et au chien pour le bien des deux. Oui, merci, vraiment, beaucoup. Voilà ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Pour revoir cet épisode ou nos autres émissions, retrouvez-nous au tvbl.ca ou encore en vous abonnant à notre chaîne YouTube.